On a tous cette idée en tête. L'État, c'est le grand protecteur de nos biens. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Et si toute cette croyance, si profondément ancrée, n'était finalement qu'un mythe? C'est justement cette question, assez provocatrice, qu'on va creuser aujourd'hui, en essayant de décortiquer le lien entre l'État, la démocratie et la notion même de propriété. Alors là, on met les pieds dans le plat. On nous a toujours appris que sans l'État, ce serait l'anarchie totale, la loi de la jungle, impossible de garder ce qui nous appartient. Mais, et si cette fameuse protection n'était, au fond, qu'une façade? Et si celui qui est censé nous protéger était en fait le plus grand des prédateurs? C'est un peu l'image d'Épinal, n'est-ce pas? L'État, ce serait ce grand chef d'orchestre qui assure que tout se passe bien avec ses lois, sa police, le bouclier ultime en quelque sorte, le gardien du coffre-fort personnel de chacun. Eh bien, c'est précisément cette vision, somme toute assez rassurante, que les textes qu'on analyse aujourd'hui viennent complètement faire voler en éclats. Et là, on plonge vraiment au cœur du paradoxe. Comment est-ce possible que l'entité qui se présente comme notre garde du corps soit aussi celle qui, en douce, nous fait les poches? C'est cette contradiction qui paraît simple mais qui est en fait assez vertigineuse qui est au centre de toute cette réflexion. Ce double jeu est assez frappant quand on y pense. D'un côté, on a la promesse officielle « vos biens sont en sécurité ». Et de l'autre, on a la réalité du terrain. Les impôts qui prennent une partie des revenus, les lois qui permettent d'exproprier pour utilité publique, bref, l'État semble protéger d'une main, mais il peut tout à fait reprendre de l'autre. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Cette citation de Hans Hermann Hoppe, elle est percutante, pour ne pas dire explosive. Ce qu'elle suggère, c'est que la démocratie, au lieu d'être un rempart, transformerait la propriété en une sorte de grand buffet à volonté. Un buffet où la majorité pourrait, en toute légalité, piocher dans l'assiette de la minorité. La propriété ne serait alors plus un droit fondamental, mais juste une ressource soumise au vote. Bon, d'accord, mais alors, comment s'organiserait ce pillage légal? Eh bien, la source pointe du doigt un coupable plutôt inattendu, la démocratie elle-même. Il faudrait oublier l'image de la démocratie comme outil de liberté. Dans cette analyse, la règle de la majorité est vue comme une mécanique bien huilée, une machine légale qui permet de s'approprier ce qui appartient aux autres, tout ça au nom du fameux bien commun. Du coup, ça nous amène à redéfinir la démocratie, du moins selon cette perspective. Ce ne serait plus le fameux gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple, non. Ce serait plutôt un système où la volonté de la majorité, une fois qu'elle est canalisée par l'État, a le pouvoir d'écraser en toute légitimité les droits et la propriété des individus. Et Martin Mass, lui, il enfonce le clou. Pour lui, peu importe le nombre de votants. Qu'une décision soit prise par 51% de la population ou par un seul tyran, à partir du moment où elle est imposée par la force, ça reste une violation de la liberté. La démocratie, dans ce cas, ne serait qu'une forme de tyrannie. Un peu diluée, certes, mais une tyrannie quand même. Attention, c'est une nuance qui est vraiment cruciale. L'argument va même plus loin que la simple idée de tyrannie de la majorité. Prenons un exemple extrême. Imaginons que 99% de la population vote pour confisquer les biens du 1% restant. Eh bien, selon cette logique, ce ne serait pas un acte démocratique. Ce serait un vol à très grande échelle, qui serait simplement rendu légal par un vote. Ok, alors si l'État n'est pas le créateur de la propriété, mais plutôt celui qui vient tout compliquer, d'où est-ce que ça vient, la propriété, à l'origine? La source nous propose de faire un petit retour en arrière, bien avant l'existence de l'État, pour découvrir une origine beaucoup plus organique. Et là, l'idée, c'est un renversement complet de perspective. La propriété, elle ne descendrait pas du haut vers le bas, du trône de l'État vers les gens. Non, au contraire, elle naîtrait directement des interactions entre les individus. Ce n'est pas un décret qui tombe du ciel, c'est une convention sociale, une sorte d'accord tacite qui émerge tout seul, spontanément. Mais on pourrait se demander, comment est-ce qu'une telle convention peut tenir la route? En fait, c'est assez simple et très pragmatique. C'est un peu comme un accord de voisinage. Je ne touche pas à tes fleurs et en échange, tu fais en sorte que ton chien ne vienne pas creuser dans mon potager. C'est un accord de respect mutuel qui est basé sur l'intérêt bien compris de tout le monde. Vivre en paix et pourquoi pas faire des échanges. La conclusion de tout ça, elle est donc assez radicale. La propriété n'aurait pas attendu l'État pour exister, elle serait née bien avant lui, de manière complètement organique. Et dans cette vision des choses, l'arrivée de l'État, ce n'est pas la solution, c'est en fait le début du problème. C'est l'institution qui vient brouiller les pistes et qui s'arroge un droit qu'elle n'a à l'origine jamais créé. Finalement, tout se résume à une question assez fondamentale. Ce que l'on possède, une maison, une voiture, de l'argent, est-ce que ce sont des droits inaliénables qui appartiennent naturellement à la personne, ou bien est-ce que ce sont des privilèges que l'État accorde et qu'il peut donc retirer à n'importe quel moment? La réponse qu'on apporte à cette question, eh bien, elle change absolument tout.